Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, on fait le bilan de la saison 2024. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc je suis actuellement en train de terminer ma coupure annuelle et c'est le moment où chaque année je prends le temps de faire les bilans de la saison qui vient de s'écouler, de profiter un petit peu des petites réussites, mais aussi et surtout de tirer les apprentissages des échecs. Donc dans cette vidéo, on va se replonger ensemble sur ma saison 2024. Comme d'habitude, avec transparence, je vais vous livrer un petit peu ma vision globale de ma saison. On va parler des petites fiertés, mais aussi des moments de doute dans cette saison qui a été faite un petit peu de haut et de bas. On va faire aussi le bilan de toutes mes heures d'entraînement. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de l'évolution de mes revenus, puisque moi, j'ai aucun problème de parler de ça et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Donc sans plus attendre, on y va. Avant de rentrer dans les détails des bilans, je voulais quand même prendre un petit moment pour vous parler de cette coupure. Il faut savoir ralentir, mais pourquoi, comment, je vous en parle tout de suite. Donc perso, je prends chaque saison, après ma dernière course, une période où je débranche complètement de la course à pied et aussi et surtout de la rigueur de la démarche du haut niveau au quotidien. Donc je voulais vous en parler parce que souvent on fait le focus sur les grosses périodes d'entraînement, sur les grosses séances et on oublie de parler également des moments plus calmes et de l'importance de la récupération dans la démarche globale de progression. Donc prenons le temps de nous concentrer un petit peu sur la coupure. Après des mois de sollicitations intenses, le corps il a besoin de souffler. Cette période, elle permet une régénération complète, que ce soit au niveau des muscles, des tendons ou du système hormonal, souvent tous mis à rude épreuve tout au long de la saison. Donc voilà, même si on sait que le système tendino-musculaire il a besoin de stimulation pour se réparer, que l'activité physique elle est bénéfique sur la santé, un reset en profondeur avec une période dans l'année où on essaie de réduire l'inflammation, d'arrêter tout le temps de stimuler le système, ça peut aussi avoir son intérêt. Et un aspect vraiment important de la coupure, je pense, c'est les bienfaits sur le système hormonal, surtout quand on fait des sports d'endurance avec de gros volumes d'entraînement. En fait, toute la saison, le corps il est stressé, on passe beaucoup de temps dans des phases de déficit énergétique avec le glycogène vidé. Parfois, quand on fait de grosses semaines, c'est vraiment compliqué de compenser les pertes caloriques et tout ça, ça a un gros impact sur la santé à long terme. Du coup, sur ce moment de coupure, c'est vraiment ok de prendre un petit peu de poids, d'être dans une période dans laquelle le corps il a tous les nutriments à dispo pour refaire les niveaux et bien se recharger en profondeur. Ensuite, la coupure annuelle, pour moi, c'est bien plus qu'une simple pause dans l'entraînement, comme il peut y avoir régulièrement dans la saison après des grosses courses pour récupérer, car il y a aussi tout l'aspect mental. C'est vraiment le moment où je m'autorise à ne plus penser à ma démarche de haut niveau et puis à relâcher un petit peu la pression, à m'éloigner de la routine et de ce besoin d'essayer de tout faire au mieux possible pour la performance. Ça permet ensuite de vraiment de créer un petit manque et de retrouver le plaisir de courir qui est parfois mis un petit peu de côté lorsque la saison bat son plein. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Après la dernière course de l'année, j'essaie de ne plus faire aucune activité physique pendant 7 à 10 jours ou alors dans un contexte plus social que l'entraînement comme une marche en famille ou aller grimper avec des potes. Et ensuite, je prends encore une petite semaine où je remets un petit peu de mouvement, mais idéalement pas trop non plus, pas de course à pied, un petit peu de vélo tranquillement et comme je disais, un petit peu d'escalade ou un petit peu de randonnée. C'est aussi l'occasion de tester des nouvelles activités et il y en a une dont je voulais vous parler aujourd'hui spécifiquement. Alors ça fait un moment que Loose m'avait proposé cette collaboration et c'est enfin le moment de la mettre en place pendant cette coupure. Loose, c'est une marque française qui est spécialisée dans les bains froids et Valentin m'a proposé d'essayer leur version portable qui s'appelle le K2. C'est pas juste un bac d'eau, en fait, il est livré aussi avec tous les accessoires qui permettent de l'utiliser de façon optimale, des bacs à glaçons, des thermomètres. Et ce qui le différencie d'un bac simple, en fait, c'est qu'il est aussi très isolant, ce qui permet de bien garder le froid. La coupure, c'est le moment idéal pour mettre en place cette petite routine parce que j'ai un petit peu plus de temps, mon corps, il est globalement moins stressé et j'ai envie de tester de nouvelles choses. Les bains froids, ils ont plusieurs bienfaits, dans un qui m'intéresse particulièrement pendant cette coupure, c'est l'effet anti-inflammatoire. En mettant en place ce protocole, je vais essayer de vraiment réduire à zéro toutes les petites micro-inflammations résiduelles qui pourraient traîner dans mon corps après cette saison. Et juste quand même à ce propos, l'inflammation, elle fait quand même partie intégrante du processus de récupération après un effort, donc on ne veut pas toujours s'en débarrasser. Mais dans mon cas, sur cette fin de saison, c'est vraiment bon moment pour essayer de la réduire au maximum. Un deuxième point qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect discipline que ce protocole va requérir. Une fois que la routine sera installée, j'espère que ce sera un petit peu plus facile, mais je pense qu'au début, ça va quand même demander un petit effort de s'infliger ça tous les matins. Juste quand même un petit disclaimer avant de commencer les bains froids, c'est évidemment recommandé de consulter un médecin pour vérifier que c'est tout bon pour vous et puis aussi de le faire accompagner sur les premières séances. Donc je me lance sur un petit protocole d'une semaine tous les matins dans le bain froid et puis je vous fais un petit retour en fin de vidéo pour vous donner mon ressenti sur ce protocole. Revenons à notre vidéo. Pendant la coupure, dans un second temps, c'est quand même aussi l'occasion de faire le bilan de la saison. Donc je vous propose aujourd'hui de faire ça avec moi. Comme l'an dernier, je commence par mon bilan carbone parce que ça a du sens pour moi.
Le bilan carbone annuel permet de prendre conscience de l'impact direct qu'ont nos activités et nos modes de consommation sur le réchauffement climatique en estimant la quantité de gaz à effet de serre émise. Donc vous n'allez pas échapper à mes résultats. Encore une fois, l'idée c'est d'essayer d'être transparent et pédagogique. Donc voilà mon estimation de cette année. Elle est un petit peu meilleure que l'an dernier car je n'ai pas pris l'avion cette année. Malgré ça, mon pôle principal, ça reste quand même les transports. Même si je suis rentré en France 2 fois cette année en train pour aller à l'UTMB et au Marathon du Mont Blanc, j'ai quand même dû prendre beaucoup la voiture et ça a un gros impact sur mon bilan comme vous le voyez. Et la deuxième tache noire sur ce bilan, c'est forcément la consommation de produits textiles. Évidemment, j'achète rien ou quasi rien au quotidien, mais je reçois beaucoup de produits des sponsors. Donc, bien sûr, je l'ai quand même compté dans mon bilan. Je suis content que Brooks ait commencé à mettre en place la démarche d'envoyer des chaussures plutôt en fonction des besoins et non pas par défaut. Mais il faut néanmoins toujours porter les dernières collections des textiles. Donc, vous l'avez compris, j'ai beaucoup plus de produits que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, je vais pas plus rentrer dans les détails de mon bilan carbone. Mais je pense que faire son bilan perso, ça a vraiment du sens pour prendre conscience de nos actions, des ordres de grandeur. Donc évidemment, ensuite, il faudra repenser l'organisation de nos sociétés. Ça doit venir aussi par la politique. Mais bref, je m'arrête là. Je vous invite quand même à aller faire votre bilan carbone si vous êtes un petit peu curieux de savoir où vous vous situez par rapport à la moyenne française qui se trouve autour de 9-10 tonnes. Et puis aussi, vous pourrez voir un petit peu potentiellement les actions où vous pouvez prendre la décision d'agir pour essayer de réduire un petit peu tout ça. Je vous mets le lien en description. Maintenant, je vais vous proposer de faire un petit récap de mes courses cette saison. Sur quelle course j'ai pris le plus de plaisir, quelle course ai-je complètement raté. On voit ça tout de suite. Ouverture de la saison en février, un format court par rapport à mes objectifs de 2024 avec 30 km et 1800 mètres de dénivelé, bouclé à la 3e place en 2h20 après avoir fait la première moitié avec Hugo Deck et Pierre Galbourdin. Franchement, là je me dis que ça peut vraiment être une belle saison et que la forme elle est excellente. Je suis coté par l'ITRA à 867 qui est ma meilleure performance des 3 dernières années. Donc je suis vraiment content, d'autant plus que je sors de 3 semaines de charge sans vrai affûtage. Ensuite, pour ceux qui me suivent, ils savent ce qui s'est passé. Fracture de fatigue à la hanche 2 semaines avant les France de trail long qui devait avoir lieu début avril. Donc tous les débuts de saison flingués. Avril, repos forcé, puis reprise progressive sur 8 semaines. Conclu avec retour du dossard au cross du Mont Blanc. Donc sur cette course, aucune ambition d'autre que celle de finir. L'idée c'était juste d'intégrer le dossard comme une étape dans ma rééducation et valider une première sortie longue de sans douleur pour commencer la prépa CCC. Je fais donc un départ très prudent et une deuxième moitié finie à bloc pour échouer au pied du top 10. Énormément de plaisir pris sur cette course qui est le pied de retour vraiment après 3 mois compliqués. 3 semaines plus tard, championnat du monde de trail du Cantal à la maison au Lioran. Donc je profite d'intégrer cette course à nouveau dans ma prépa CCC. Un gros niveau pour une course locale, un départ prudent encore une fois pour ma part, des sensations incroyables à courir sur les chemins où j'ai commencé le trail, puis une grosse surprise dans la dernière grosse montée finale où je reviens sur Quentin Melleux et Johan Bojar et je m'impose à la maison. Un vrai régal, un très bel événement comme on les aime qui me permet d'aller chercher encore une cote à plus de 860. Enfin, quelques semaines plus tard, après un bloc studieux en milieu d'été, rendez-vous enfin sur cette CCC après 2 années sans pouvoir prendre le départ. Je suis sur cette course, pas forcément avec la meilleure préparation possible, mais déjà en bonne santé, sans douleur et avec l'envie. Malheureusement, des sensations poussives sur les 3 quarts de la course, mais une bonne gestion et une résilience car je savais pourquoi j'étais là et j'ai remonté des places sur 90% du parcours pour aller chercher une 16e place sur la course de 100 km la plus relevée du monde, 3e français. Pas pire. Enfin, conclusion de la saison à Mallorca by UTMB pour essayer d'aller chercher mon ticket pour les finales UTMB 2025. Sans succès malheureusement, avec un programme chamboulé à la dernière minute, un enchaînement compliqué post-CCC. Malheureusement, j'ai trop perdu au niveau musculaire après la CCC, j'ai pas réussi à maintenir les qualités. Au niveau physio, j'étais bien, mais je me suis retrouvé rôti à la mi-course avec les quadris fissurés. Je finis à une anecdotique 34e place, fin de saison, on remballe. Parlons un petit peu chiffres d'entraînement. Donc, ce que je fais chaque année pour pouvoir comparer les données d'une année à l'autre, c'est que je prends 365 jours. Donc là, en 2024, 366, incluant la coupure. Donc là, j'ai pris du 9 novembre 2023 jusqu'au 9 novembre 2024, puisque c'est la date à laquelle j'ai terminé ma coupure cette année. Donc voilà un petit peu les chiffres d'entraînement pour cette année. Un total de 805 heures d'entraînement. Donc ce qui nous fait en moyenne 16 heures par semaine, sachant qu'il y a eu des semaines où j'ai rien fait après la fracture de fatigue et puis la coupure. On est plus autour de 20 heures par semaine en moyenne pour les semaines normales, ce qui fait presque 3 heures par jour d'entraînement. Un petit peu plus de 10 000 km d'entraînement, un chiffre qui évidemment ne veut pas dire grand-chose si on regarde pas un petit peu
les distributions. Donc j'ai fait 3500 km à pied, soit presque 10 km par jour en moyenne, mais il y a quand même 60% qui sont faits évidemment sur vélo puisque ça va plus vite. Concernant le dénivelé, 322 000 mètres de dénivelé, il va falloir quand même en faire un petit peu plus pour arriver aux 1000 mètres par jour. On peut regarder aussi les répartitions dans les zones d'entraînement. Donc évidemment, dans mon cas, une énorme partie de l'entraînement qui est faite en endurance, zone 1, zone 2 majoritairement. Je vous propose de regarder la répartition des charges et l'impact que ça a sur la condition physique. Je m'en sers pas trop pour ajouter les entraînements, mais c'est toujours sympa de jeter un coup d'œil pour voir ce que dit le modèle sur notre forme. Donc pour vous expliquer un petit peu ce graphique, vous avez d'abord en violet la condition physique. Donc c'est la charge d'entraînement en moyenne que vous avez mis sur les 42 derniers jours. Donc c'est un bon indicateur de votre forme. Mais en fait, pour définir la forme, il faut aussi prendre en compte la fatigue court terme. Donc là, la fatigue court terme, elle est en jaune sur ce graphique. Et cette fatigue court terme, c'est la charge d'entraînement sur les 7 derniers jours. Et en fait, votre forme que vous allez pouvoir lire en bleu sur ce graphique, c'est votre condition physique à laquelle on va enlever la fatigue court terme. Donc en fait, à l'approche des compétitions, quand on veut atteindre un haut niveau de forme, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire réduire la charge sur les 7 derniers jours, donc la fatigue court terme, et de maintenir sa condition pour que la forme, elle augmente. Donc là, vous voyez, c'est ma préparation hivernale où j'ai augmenté progressivement la charge. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Je vous disais, c'est à ce moment-là que j'ai l'impression d'être dans la forme de ma vie, alors qu'en fait, à l'approche de la CCC, j'avais encore plus de conditions physiques. Et puis, c'est là aussi j'ai atteint une très, très bonne forme. Donc là, c'était la période où je me suis blessé. Donc la forme, en fait, elle est pas valide puisque j'étais en train de me désentraîner progressivement. Et en fait, il y a quelque chose qui est en compte en plus dans le trail que ces indicateurs de charge, quelque chose qui dépasse un petit peu cette charge, et bien en fait, c'est la spécificité. Là, en fait, vous avez l'impression que ma condition physique, elle a été stable au cours de l'hiver, mais en fait, j'ai transféré progressivement les heures que je faisais sur les skis vers la course à pied. Donc même si je faisais pas plus de volume ou plus d'entraînement en termes d'intensité, je faisais beaucoup plus de spécifique et c'est pour ça que j'avais l'impression d'être encore plus en forme ici qu'au moment où je suis arrivé à la CCC, alors qu'avant la CCC, je m'étais entraîné plus, mais moins spécifique, un petit peu moins de course à pied. C'est quelque chose qu'on peut voir sur ce graphe qui est un petit peu plus haut. Si on met les distances par sport, voilà, en fait, on se rend compte que j'ai fait ici beaucoup plus de course à pied que juste avant la CCC et c'est pour ça que j'avais l'impression d'être plus en forme. Donc, il faut jamais oublier le spécifique, le course à pied et le dénivelé. Même si vous pouvez être en forme physio, c'est quand même différent d'être prêt pour faire un trail long puisque le musculaire n'est pas forcément prêt. Donc voilà, c'est la petite conclusion que je voulais vous montrer en regardant ces graphiques. Mes revenus, je vous en ai déjà parlé dans pas mal d'autres vidéos. Est-ce que c'est possible de vivre du trail ou alors est-ce que je survis en étant pro sans être dans les tout meilleurs mondiaux? C'est une bonne question. Eh bien, heureusement, au contraire de mon UTMB Index, ça progresse un petit peu mieux. Il y a deux choses qui font que les marques continuent de me faire confiance. Déjà, il y a ma démarche et ma stabilité. Même si ces 3 dernières années, ça s'est pas forcément reflété comme on l'espérait sur les résultats. Je sais ce que je veux et je montre quand même des choses intéressantes sur certaines courses. Donc les marques voient ça peut-être comme un investissement et potentiellement, je vais arriver à atteindre le niveau que je recherche. Et à ce moment-là, ce sera très intéressant pour ces marques d'être déjà à mes côtés. Et puis, bien sûr, je me voile pas la face. Si je reste intéressant pour les sponsors, c'est avant tout parce que je suis visible. J'ai compris tôt qu'on n'avait rien sans rien et j'aime aussi toute cette démarche de partage, de documentation de ce que je fais. Donc, j'ai investi beaucoup d'énergie pour créer ce contenu, surtout sur YouTube qui est pour moi la plateforme qui fait le plus de sens. Et donc, bref, cette visibilité combinée à la crédibilité apportée par la démarche, c'est ce qui fait, je pense, ma valeur actuellement. Donc en fait, c'est vraiment grâce à vous qui regardez cette vidéo que je peux vivre de mon sport, que je peux investir tant d'énergie dans mon projet sportif pour vous raconter ensuite tout ça. Merci encore une fois d'être là et de me permettre de continuer ma quête du haut niveau en trail et puis de rendre le projet viable économiquement. Est-ce que je suis vraiment sportif professionnel ou alors créateur de contenu? Toujours est-il que grâce à ce travail de production de vidéos, j'arrive à mettre mon projet sportif au centre de mon projet de vie. Donc évidemment, vous en doutez, je vais pas vous donner les montants de mes contrats puisqu'ils sont confidentiels, mais je peux vous dire que maintenant, en combinant les revenus de sponsoring athlète et la part un petit peu plus influence, cette année, j'arrive en brut presque à un niveau de vie d'ingénieur débutant. Donc je vous laisse aller voir ça si vous êtes curieux. Je compare à ça puisque j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur environnement il y a quelques années, mais j'ai fait le choix de me lancer dans ce défi de vivre de mon sport. Comme j'ai un train de vie très sobre et qu'en plus de ces revenus, je dépense quasi rien pour mon activité de sportif, pour le matériel, pour les stages, etc. C'est Brooks qui prend en charge, donc ça me suffit plus que largement pour vivre aujourd'hui.
On peut toujours faire le constat que ce projet, il a beaucoup moins de sécurité que celui d'un ingénieur environnement dans une grande boîte. Mais bon, grâce à ça, j'ai aussi une liberté qui est incomparable et la chance de vivre ma passion à 100%. Aussi, je peux transmettre mes valeurs et ma vision du sport et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Ce que je voulais faire aussi dans cette partie, c'est remercier tous les gens qui m'ont fait un don, que ce soit ponctuel ou régulier, sur la plateforme de soutien KissKissBankBank, sur laquelle j'ai lancé une campagne de financement il y a maintenant 1 an et demi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé au début pour voir que le projet parlait à beaucoup de gens. Ça m'a vraiment aussi aidé pour investir dans cette chaîne et puis la faire grandir. J'en avais besoin quand la chaîne était plus petite. Maintenant, normalement, l'an prochain, j'ai beaucoup de beaux projets pour la chaîne et puis je vais aussi être plus soutenu par les marques pour ça. Donc, pour moi, ça fait plus vraiment sens de continuer à vous demander de l'argent. Donc voilà, je vais fermer très bientôt le KissKissBankBank. J'ai plus vraiment besoin de cet argent. Donc voilà, je vais suspendre la plateforme et je vous invite à rediriger vos dons vers d'autres projets qui en ont plus besoin. Et surtout, merci à tous qui ont soutenu le projet jusque-là. Je vous invite en revanche à bien vous abonner à mes plateformes. Ça vous coûte rien et moi, ça me soutient vraiment. Donc vous pouvez commencer par YouTube. Le bouton s'abonner, il est par là. Et ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez le temps, je vous invite aussi à aller sur Instagram puisque c'est aussi très important pour les sponsors. Je vous mets le lien en description et vous y retrouverez du contenu exclusif à cette plateforme. Donc maintenant, vous avez une meilleure vision sur le déroulé de ma saison, sur les aspects aussi financiers autour du projet. Ceux qui me suivent de près savent que c'est encore une fois pas la saison que j'attendais. Il y a eu du positif qu'il ne faut pas oublier bien sûr, mais il y a eu aussi des petites erreurs qui me coûtent cher. Donc voilà, fracture de fatigue fin mars. Ça ensuite, ça veut dire avril, mai, juin à se réparer et à revenir progressivement à un niveau d'entraînement normal. Et ensuite, il restait plus que 8 semaines avant la CCC. Donc j'ai fait un résultat décent, mais la prépa n'était pas vraiment aboutie et du coup, il reste encore un petit goût d'inachevé dans cette saison. Je sais que je peux faire mieux. Au final, je me retrouve dans cette saison dans la même situation que les 2 années précédentes, un petit peu un cercle vicieux où je prends pas le temps de reposer des bases solides et d'établir de la stabilité et de la continuité dans un volume d'entraînement décent à pied. C'est ça qui m'a manqué maintenant depuis 3 ans pour faire une vraie course aboutie sur ultra et c'est le moment où j'ai réussi à le faire en fin d'hiver après 5 mois avec un bon volume global et aussi suffisamment de spécifique à pied où j'avais vraiment la sensation d'être dans une très bonne forme, que j'ai pas forcément eu la sagesse de lever suffisamment le pied et que du coup je me suis retrouvé dans cette même situation avec un objectif majeur à préparer dans une plage de temps un petit peu restreint. Donc si j'avais eu le choix, j'aurais bien calé quand même au moins 3-4 semaines de prépa supplémentaires avant la CCC. Peut-être que vous allez me dire 16e et 3e français, c'est déjà bien, certes. Mais bon, soyons honnêtes, quand tu es en dehors du top 10, c'est en partie parce que tu es pas mauvais, mais c'est aussi et surtout parce que tu as pas abandonné. Et en vérité, la perf absolue, elle est pas énorme. En témoigne la cotation autour de 830. Du coup, avec le recul, je vois que cette année, à vouloir préparer encore les trails longs, ça n'a pas vraiment marché. Au final, cette année, c'est sur les trails courts que j'ai fait mes meilleures performances pures, sans vraiment de prépa spécifique. Et donc, est-ce que je m'acharne sur un format qui me correspond pas vraiment? C'est une bonne question. C'est légitime et sain de se poser cette question, je pense, de prendre un petit peu de recul. Ça fait 3 ans que je mets ce format en objectif et ça fait aussi 3 ans que je stagne un petit peu en termes de cotation. On pourrait se dire que je m'acharne un petit peu, mais malgré tout ça et ces échecs, je continue de penser que c'est un format qui me correspond. C'est pas reflété aujourd'hui dans mes performances, mais j'ai vraiment la sensation que c'est sur très long que mon potentiel est plus élevé. J'aime cette multiplicité de facteurs qu'il faut savoir gérer et puis il y a aussi le plaisir que je prends à préparer ces formats. Je m'épanouis beaucoup plus au quotidien sur une prépa très long, ultra, avec beaucoup d'heures dehors, beaucoup de sorties longues avec les potes. Et au final, c'est aussi ce plaisir que je prends au quotidien qui me permet de durer, qui me permet d'installer de la continuité et de faire que ça va payer un jour. Maintenant, si je devais résumer rapidement les 2 principales erreurs et les leçons que j'ai apprises cette année. D'abord, je suis vraiment content de l'hiver studieux, hyper progressif que j'ai fait, qui m'a permis de maintenir un haut volume pendant plusieurs mois et d'aller chercher une forme très bonne en fin d'hiver. L'erreur que j'ai faite, c'est qu'il fallait probablement combiner ça à une vigilance accrue sur les apports énergétiques et savoir aussi faire des vrais moments de décharge plus prononcés pour laisser le système osseux se régénérer. Donc, j'en ferai pas cette même erreur cet hiver. La deuxième erreur, ça a été de choisir une chaussure plutôt pour sa précision et sa légèreté pour la CCC et négliger un petit peu les aspects autour du confort. Évidemment, je l'avais testé sur des sorties de 3 heures, allure course, mais 3 heures et puis
11 heures, c'est quand même pas la même chose. Et même si sur la CCC, j'ai réussi à faire avec, et je pense que ça m'a pas trop coûté sur le moment. Mes pieds, ils ont ensuite mis plus de 4 semaines à s'en remettre. Donc voilà, en ultra, dans mon cas, le confort pour les pieds, ça doit vraiment devenir une priorité. Même sans prépa spécifique, j'ai réussi à aller chercher des très belles courses sur des formats 30 km et c'est aussi motivant. Enfin, j'ai un résultat décent sur mon objectif numéro 1 de la saison et c'est quand même une petite réussite qu'il faut pas oublier non plus. Mais voilà, si j'aime faire tout ça avant tout, c'est pour les émotions que ça procure, pour tous les moments de partage pendant la saison. Les compétitions, c'est le but, mais c'est pas ça qui me nourrit vraiment. Et ce que je retiens de cette saison, c'est plutôt toutes les belles sorties partagées, tous les stages d'entraînement avec les copains. Et c'est dans ces moments aussi que on sait pourquoi on fait tout ça et qu'on se sent vraiment vivant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue l'an prochain? Évidemment, j'aime ce que je fais. J'ai pas dit mon dernier mot et je suis persuadé que le travail va finir par payer. Donc, je vous confirme que vous allez continuer de voir ma tronche sur les courses en 2025 et aussi sur YouTube, évidemment. Donc, je vous le redis, abonnez-vous pour ne rien rater. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire. Avant qu'on se quitte, je vous fais mon retour sur les bains froids. Je viens de finir mon petit protocole de test des bains froids pendant une semaine. Pour l'instant, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de vraiment savoir si ça a boosté mon immunité ou si mon sommeil s'est vraiment amélioré. Mais par contre, ce que j'aime vraiment dans ce moment, c'est la reconnexion avec soi-même et avec son corps. J'ai fait ça donc tous les matins après le réveil, en commençant par d'abord des exercices de respiration sans distraction. Et ensuite, dans le bain, c'est vraiment l'occasion de se reconnecter avec ses sensations, de réapprendre à sentir son corps et à être concentré uniquement là-dessus. Le plus dur pour moi, c'était vraiment les pieds au début. Mais bon, déjà, après une semaine, je sens que mon corps arrive bien mieux à gérer la situation. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'après le bain, il y a quand même une sensation de chaleur, de bien-être. Ça lance vraiment dans une bonne énergie pour la suite de la journée. Donc, si vous êtes intéressé, le lien, il est dans la description. Et puis maintenant, on se dit à très très vite. Allez, ciao ciao!